Messieurs, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce deuxième numéro de Santé 10 de la saison. Si je vous dis, c'est avec un véhicule adapté que l'auxiliaire de soins transporte les blessés, transporte les malades, vous l'avez compris. Ce soir, dans votre émission Santé 10, nous parlons du métier d'ambulancier. Tout de suite, place aux invités. Ce soir, dans votre émission Santé 10, nous pointons du doigt le métier d'ambulancier. Pour vous en parler, nous commençons par Madame Nisa Pierrot. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice des instituts et écoles de formation du CHU de la Guadeloupe. Tout à fait. Et puis, nous avons juste à côté de vous Monsieur Vincent Rosan. Bonsoir, Monsieur Vincent. Bonsoir. Directeur de Sainte-Anne Ambulance, mais aussi président du CIAGET. Quand on dit CIAGET, on parle de l'organisation professionnelle des chefs d'entreprise ambulanciers. Absolument. Bonsoir à Monsieur Delacruz Christophe. Bonsoir. Vous êtes cadre de santé formateur à l'IFA. Ouais. Eh bien, messieurs, dames, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce deuxième numéro de Santé 10 de la saison. Pourquoi parler du métier d'ambulancier? Eh bien, je pense que c'était primordial dans une émission santé. De plus, vous êtes nombreux, chers téléspectateurs, à nous avoir laissé des petits messages nous demandant de pointer du doigt le métier d'ambulancier. On va commencer par une définition classique du métier d'ambulancier. Monsieur Vincent, peut-être? Oui, la définition, c'est de venir au secours aux blessés parturientes et du fait que dès qu'un patient est en détresse et a besoin du transport sanitaire, le plus courant, c'est le déclenchement du centre 15 et il y a une régulation médicale et nous sommes au chevet du patient. Et plus classique, on appelle ça des transports interactifs quand on a des séances de chimio, de radiothérapie, de kiné. À ce moment, dès que comment on peut dire ça, l'état du patient nécessite le transport sanitaire, automatiquement, on fait appel à l'entreprise et l'entreprise prend en charge les patients. Et bien entendu, pourquoi l'ambulancier prend en charge le patient? Eh bien parce que nous parlons aussi de véhicules adaptés. Absolument. Il faut savoir qu'il y a deux catégories, disons trois catégories dans notre métier. Il y a la catégorie B, ce qui dit le plus souvent dit le grand volume. Il y a une catégorie C, ça c'est le petit volume. Et la catégorie D, c'est le véhicule sanitaire léger. C'est le VSL plus courant qu'on appelle le TAP, transport assis professionnalisé. On va revenir tout à l'heure sur les catégories, puisque dans les différentes questions que nous ont envoyées nos téléspectateurs, on a effectivement une petite demande sur l'explication des catégories et pour quelle urgence on doit faire appel à telle ou telle catégorie. On en parle dans un petit moment. Madame Pierrot, vous êtes la directrice des instituts de l'école de formation au CHU de la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une directrice satisfaite des formateurs? Ah, tout à fait, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir que toutes les formations sanitaires, aujourd'hui, sont des formations qui attirent beaucoup. Et donc aujourd'hui, nous avons au sein du CHU 6 instituts et écoles de formation paramédicale. Donc l'Institut de formation paramédicale des ambulanciers fait partie intégrante de ce qu'on appelle les instituts et écoles de formation paramédicale. Donc nous avons un institut de formation soins infirmiers, un institut de formation de puéricultrices, un institut de formation pour les auxiliaires de puéricultrices, pour les aides-soignants, pour les ambulanciers et auxiliaires ambulanciers. Et nous avons une seule école, c'est l'école d'IAD. Donc une école de spécialité au même titre que l'école de spécialité de puériculture. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes victimes de notre succès. Et effectivement, chaque année, nous avons des demandes très importantes pour intégrer nos instituts. Malheureusement, on ne peut pas tout absorber. Et donc forcément,
avec les épreuves de sélection, nous avons un certain nombre de candidats qui effectivement rentrent et d'autres qui doivent attendre la session prochaine ou encore intégrer d'autres instituts de la France hexagonale. Comment on fait ce choix quand on a un nombre qu'on ne peut satisfaire et qu'il nous faut faire un choix? Comment est fait ce choix? Donc pour l'Institut de formation d'ambulanciers, c'est une épreuve de sélection qui comprend d'abord l'étude de dossier. Les candidats ont une liste de pièces à fournir avec un dossier constitué qu'ils adressent au sein de l'Institut, qui est passé en revue par un jury. Et par la suite, ce jury composé d'un professionnel de terrain et d'un professionnel formateur étudie au décours d'un entretien les motivations du candidat, à savoir qu'est-ce qui l'amène là, qu'est-ce qui le motive, quelles sont ses prérogatives en termes de formation, puisque bien sûr, il y a des acquisitions à avoir et donc forcément, il y a un certain niveau de connaissance à avoir, que ce soit dans les règles d'hygiène, que ce soit dans certaines règles déontologiques, mais aussi le respect des réglementations autres. Donc voilà, la sélection, elle se base essentiellement sur un jury qui demeure souverain et la note attribuée participe au classement du candidat. Voilà, les meilleurs sont retenus. C'est un concours. Voilà. Une fois qu'on a passé cette étape, eh bien, Monsieur Lacruz, vous qui êtes cadre de santé formateur à l'IFA, eh bien, expliquez-nous un petit peu comment se passe la formation, les différentes étapes, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient bien plus tard être ambulanciers. D'accord, donc la formation, il faut savoir qu'il y a eu une refonte de la formation en 2022, donc maintenant depuis un an environ. Du coup, la formation est enrichie d'environ 200 heures. Aujourd'hui, le cursus de formation comprend 801 heures de formation. C'est une formation par alternance. On va parler d'alternance intégrative, dans le sens où il y a une formation théorique qui se déroule à l'IFA avec des cours théoriques, de la théorie mais également de la pratique. Et ensuite, il y a une formation que l'on appelle une formation clinique qui comprend donc des stages. Donc pour devenir ambulancier, accéder au DEA, donc diplôme d'état d'ambulancier, il y a une typologie de 3 stages. Le premier stage comprend 105 heures d'enseignement clinique dans des secteurs comme les soins de courte durée, comme les soins de longue durée également, bref, au sein des établissements sanitaires où l'élève ambulancier va pouvoir suivre les équipes de soins et cheminer à travers le parcours de soins du patient. Donc 105 heures pour ce premier stage. Un deuxième stage d'enseignement qui, lui, sera également accompli dans des établissements sanitaires, mais plus sur des services de pôle critique, pôle de soins critiques, à savoir SAMUS, MUR, bloc opératoire, service d'urgence et de réanimation, pour un volume total de 70 heures, donc 2 semaines de stage. Et enfin, le troisième stage qui, pour lui, vient clôturer la formation et qui va donc se dérouler en structure de transport terrestre, chez monsieur Rosan, par exemple. Donc là également, 15 jours de stage, donc 70 heures de formation clinique. Du coup, le volume total, donc 245 heures de formation clinique pour les élèves ambulanciers et 556 heures de formation théorique au cours de la formation. Du coup, cela fait environ 6 mois d'enseignement au total. Madame Pierrot, après quel cursus on peut avoir accès à la formation pour être ambulancier? Il faut quoi comme niveau d'études? Alors aujourd'hui, le niveau d'études n'est pas spécialement un niveau bac, mais nous avons aussi des passerelles qui sont possibles. Par exemple, quelqu'un qui a une formation alors, il peut y avoir un aide-soignant, il peut y avoir quelqu'un qui a un autre métier, il peut avoir des passerelles et donc avoir une formation parcellaire. Mais le niveau d'études requis n'est pas le bac. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence d'avoir un bac pour intégrer un institut de formation d'ambulancier. C'est vrai, si vous permettez, la formation, et vous pouvez intégrer la formation sans condition de diplôme pour la formation d'ambulancier. Et maintenant, on a un profil d'élèves qui n'ont soit pas de diplôme, soit on a des élèves, ça m'arrive d'avoir des élèves qui ont des masters, par exemple, titulaires d'un master. Il faut savoir que le fait d'avoir un diplôme, ce n'est pas un gage en fait d'être un meilleur ambulancier in fine que quelqu'un qui aurait démarré sa formation sans diplôme. Ce qui va faire la différence au cours de la formation, c'est vraiment la capacité de l'étudiant, de l'élève à s'investir dans sa formation, son implication qui fera la différence. Et donc des gens qui initialement n'avaient pas de diplôme ou un niveau scolaire
pas très élevés, font d'excellents ambulanciers par la suite. Donc c'est vraiment une question d'implication. Il ne faut pas que ça rebute, entre guillemets, d'éventuels candidats. Après, c'est sûr que lorsque vous n'avez pas de diplôme, ça va nécessiter plus d'efforts, je dirais, que les autres, mais c'est tout à fait réalisable avec de la volonté, de l'implication, du sérieux. Sachez que vous avez répondu à la question de David qui demandait, avec un bac S et 2 ans d'études, est-ce que ça aurait été plus court pour lui et plus facile pour lui? Vous avez répondu déjà à la question. Si je peux repréciser, ça ne sera pas plus court pour lui, plus facile, oui et non, parce que ça arrive régulièrement que des candidats, par exemple, qui aient un niveau de diplôme, soient moins à l'aise sur toute la partie pratique. Et peut-être que des candidats qui n'ont pas un cursus scolaire important seront plus à l'aise sur la partie pratique. Donc non, ce n'est pas forcément un gage de réussite que d'avoir un diplôme de niveau 5 ou 6 non, par rapport à d'autres étudiants. Je dirais que tous les étudiants partent sur un pied d'égalité. Ce qui fera la différence, c'est la capacité de l'élève à s'investir dans sa formation. On a Marie-Christine qui demande, quand on a réussi, on a eu la formation, on a réussi, bien souvent la difficulté est de s'insérer chez un professionnel pour travailler. Rosan, est-ce que c'est parce que c'est ce que disait tout à l'heure Madame Pierrot. Est-ce que c'est parce qu'on est victime un peu de notre succès et qu'on en a beaucoup ou pas vraiment, ou qu'il y a encore de la place et il y a de la place en quantité? Moi, je dirais qu'il y a de la place en quantité. Et je fais pour preuve, c'est Marie-Christine. Oui. Marie-Christine, 2 fois aux portes des ambulanciers. C'est vrai on s'est présenté rapidement, mais il faut savoir, il y a 43 entreprises, les dépendances comprises. Il y a entre 250 et 300 salariés dans la profession. Et je pense qu'aujourd'hui... Sur l'ensemble de la Guadeloupe. Oui, sur l'ensemble de la Guadeloupe, parce que c'est des très petites entreprises à petite taille humaine, pas plus de 10 salariés. Mais je veux dire, il y a sincèrement, en diplôme d'État, aujourd'hui, celui ou celle qui sort après son cursus ne trouve pas de travail. Pour moi, il y a un petit problème quelque part, parce que hier soir encore, nous étions en réunion et il y a plein de chefs d'entreprise. Par contre, est-ce qu'on utilise le bon réseau ou la bonne formule pour trouver ou frapper aux portes des entreprises? Ça, il faut poser ces types de questions. Mais aujourd'hui, les entreprises n'attendent que des diplômés d'État. Les auxiliaires aussi, ambulanciers, peuvent venir frapper à notre porte parce que, vous savez, on sort d'une crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a un turnover qui est en train de se passer dans nos entreprises et on en a besoin. On a besoin de la main-d'œuvre aujourd'hui. On leur dira d'ailleurs, dans cette émission, on profitera pour leur dire comment faire pour aller frapper aux portes des entreprises et comment faire pour éventuellement demander à intégrer une entreprise si on veut être ambulancier. Monsieur Vincent, on a dit tout à l'heure... président du CIAGET. Il faudrait peut-être qu'on en parle parce que c'est un petit peu l'organisme qui chapeaute l'ensemble des entreprises, des ambulanciers, et vous vous retrouvez souvent pour parler de vos difficultés, pour parler aussi des choses qui ont avancé. Où en sommes-nous? Je dirais l'organisation professionnelle, c'est plus politique, c'est plus aussi d'adapter tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est régalien. Vous savez, on sort d'une crise. Aujourd'hui, cette organisation, elle est là aussi pour, je dirais, venir le relais de nos chefs d'entreprise. Parce que je prends pour preuve, quand vous y allez au centre hospitalier, des problèmes, par exemple, de brancardage, des problèmes du temps d'attente que nous passons dans les établissements, pas plus que le centre hospitalier, que les établissements privés aussi. Nous, c'est notre rôle politique en tant qu'organisation professionnelle d'aller voir les représentants des cliniques, les représentants du CHU, enfin tout ce qui est régalien, l'ARS, la sécurité sociale. Ça, c'est le rôle du CIAGET, c'est le relais, je dirais, entre les institutions et les entreprises. Alors, une question pour vous trois. C'est Gilberte qui demande, est-ce que il y a une préférence entre les hommes et les femmes, vu que parfois le métier peut être très physique? Alors, pas du tout. Ce n'est pas du tout un critère de sélection. Et donc, le candidat qui se présente avec son dossier et qui correspond aux attentes
rentrent en formation. Le critère féminin ou masculin n'est du tout pas un critère de sélection. Mais vous confirmez que c'est très physique? C'est un métier qui est physique, exactement, mais aujourd'hui, pour signifier aux téléspectateurs, on est à parité, quasiment, dans une promotion. Les dernières promotions, j'avais quasiment autant de personnel féminin que masculin, donc ce n'est pas du tout un métier qui s'adresserait exclusivement aux hommes. Bien au contraire, ça ne pose pas de problème. Je dirais que la condition sine qua non, un peu, c'est d'être en bonne condition physique, parce que c'est quand même un métier où votre outil de travail, c'est également votre corps. Donc voilà, c'est à mon sens la seule condition, mais il s'adresse aux femmes, mais également à tout âge. C'est-à-dire que nous avons des élèves ambulanciers aujourd'hui qui ont plus de 50 ans, des quinquagénaires, et ce n'est pas un problème. Voilà. Donc ce n'est pas un critère de sélection là non plus. Et peut-être aussi pour préciser aux téléspectateurs ce que vous disiez tout à l'heure, 100% dans les dernières promotions, des élèves ambulanciers qui ont quitté, donc qui ont été diplômés, ont trouvé du travail, soit même avant de finaliser leur cursus de formation, avaient déjà en fait des propositions d'emploi. Donc c'est un secteur d'activité où aujourd'hui, en Guadeloupe en tout cas, on connaît le plein emploi. Madame Pierrot, on a une question sur comment payer les finances, comment financer la formation? Alors, 3 voies possibles. Alors, la formation coûte 3 000 € à la date d'aujourd'hui. Comment la payer? Donc, toutes les personnes de moins de 25 ans et inscrites à Pôle emploi ou inscrites à Pôle emploi peuvent bénéficier d'une prise en charge de la formation par le conseil régional. Donc, tutelle aussi qui autorise notre budget et de fonctionnement. Et la troisième voie, c'est la prise en charge professionnelle par une société d'ambulanciers qui paiera la formation de son professionnel de santé qui l'envoie en formation. Donc, ces 3 voies-là sont possibles. Donc, avoir moins de 25 ans, être inscrit à Pôle emploi et être employé dans une structure. Après, celui qui veut se former et qui veut payer sa formation, peut le faire avec facilité aussi. Peut le faire aussi, puisqu'il y a des structures comme, alors est-ce qu'il faut les nommer, Transition Pro ou d'autres structures financeurs, ce qu'on appelle OCPO, qui peuvent financer aussi les formations, sous réserve que les candidats aient déposé son dossier suffisamment tôt, qu'il soit passé à la commission d'attribution de cette subvention et donc peut intégrer la formation et avoir une possibilité de financement. Monsieur Lacruz, il y a des points sur lesquels on sait dès le début, sur ces points-là, on sait dès le début si quelqu'un est dans la bonne direction ou pas pour le métier d'ambulancier, puisque quelqu'un peut avoir envie d'une reconversion, mais ne pas être sûr d'avoir choisi la bonne voie. Quand on démarre la formation, il y a forcément des points qui nous montrent que oui ou non, on est sur la bonne voie. Exactement. Donc d'abord, c'est dans le processus de sélection, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Sélection d'abord l'admissibilité, ensuite l'admission. L'admission qui est sanctionnée en fait par un entretien avec le jury où on peut d'ores et déjà sonder un peu les motivations intrinsèques du candidat. Donc déjà c'est à travers l'implication que le candidat va mettre dans la préparation de son entretien. On va pouvoir aussi jauger la capacité du candidat à s'exprimer, à argumenter, à défendre ses idées, à structurer sa pensée. Donc déjà on aura un premier aperçu de savoir la personne que l'on recrute. Donc on va jauger la capacité du candidat à suivre la formation. Donc ensuite, en effet, des candidats peuvent démarrer la formation. Il peut y avoir une erreur de casting de part et d'autre, c'est-à-dire le candidat peut se rendre compte, par exemple, que la formation ne lui convient pas et dans ce cas-là, ne mènera pas son projet professionnel au bout. Oui, ça arrive. Finalement, ça arrive peu, je dirais, au final, et parce que du moins dans les dernières promotions, les étudiants arrivaient pour la plupart vraiment motivés et quasiment la totalité des candidats ont mené à bien leur projet professionnel et ont obtenu leur diplôme d'état d'ambulancier. Rosan, Vincent, on a dit tout à l'heure, vous êtes le directeur de Sainte-Anne Ambulance. Comment vous recrutez vos ambulanciers? Vous avez forcément des critères, vous, qui vous parlent plus que d'autres. Même si on arrive à former, on arrive avec ce qu'il faut pour être ambulancier, mais il y a forcément, quand on est le directeur d'une entreprise et qu'on a été soi-même
ambulancier, qu'on l'est peut-être toujours, je ne sais pas si vous l'êtes Oui, toujours. on est ambulancier pour la vie. Pour la vie. Alors, je ne sais pas, on a forcément des petites choses qui sont importantes et d'autres sur lesquelles on a envie que l'ambulancier qui vient chez nous, hein, qu'il soit comme ça, ou qu'il mette l'accent sur certaines choses, forcément. En principe, le recrutement, nous, en tant que chef d'entreprise et manager, c'est très simple. On sait reconnaître, je veux dire, comme on dit, un ambulancier dévoué. Et non seulement, c'est tout à fait normal qu'il a le CV, qui présente un peu le candidat, mais après 2-3 questions, je veux dire, on peut déjà cerner et savoir. Mais il faut savoir un ambulancier aussi, je dirais, le meilleur recrutement, c'est le rendu sur le terrain. Je veux dire, vous pouvez rester pendant 1 heure à parler, discuter, l'envie et tout, mais je veux dire, le résultat même, le retour même, c'est 1 semaine, 15 jours, avec, je dirais, les nouveaux collègues, si je peux me permettre, et à partir de là, on sait si on peut se tromper ou pas. Mais en règle générale, au premier abord, on sait déjà, au prime abord, on sait déjà avec qui on a affaire, ne serait-ce que la manière où la personne répond, la manière où la personne s'exprime, la manière où la personne peut s'asseoir et devant vous, on sait au moins orienter quelques indices, mais c'est sur le terrain où je veux dire, un retour sur 1 semaine, 1 quinzaine de jours, et on sait avec qui on a affaire. Parce que c'est un métier, tout à l'heure, je vais rebondir sur la parité homme-femme. Je veux dire, aujourd'hui, en tant que patron, je ne sais pas faire la différence. Parce qu'une femme ou un homme, on parle de physique, mais je dis, pourquoi? Parce qu'une bonne manutention, une bonne, je dirais, prise en charge de patient, c'est pas à force de bras, c'est juste la technique et la répartition, comment on fait. Et en plus, on a des outils pour ça aujourd'hui, de plus en plus performants, pour faire la manutention et pour prendre une bonne prise en charge. Alors, c'est vrai, quand on parle de physique, c'est un peu, je dirais, aléatoire dans la mesure que si vous avez un binôme qui connaît, qui sait s'exprimer et a bien pris, je dirais, à la limite, bien assimilé sa formation, je dirais, ça coule de source et les prises en charge se fassent, que ce soit 100 kilos, 90 kilos, c'est une question de technique. Alors, Madame Pierrot, Monsieur Lacruz, Monsieur Vincent, on va marquer une toute petite pause et on va revenir tout à l'heure puisque on peut dire ce qu'on veut, mais dans ce métier, vous devenez un petit peu... vous faites un petit peu partie de la famille finalement. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des soins à répétition, le diabétique qui va se faire dialyser et qui s'est habitué à son ambulancier, qui vient le chercher régulièrement, qui l'emmène régulièrement, finalement, vous finissez par connaître son prénom, mais même son petit nom, et connaître la famille, vous partagez avec lui. Il vous confie des choses, parfois, qu'il ne confierait même pas à sa famille. Vous êtes dans la bienveillance, vous devez rentrer dans la psychologie, une certaine psychologie. Vous êtes fragile aussi, vous êtes des êtres humains. Quand on perd un patient qu'on a transporté pendant des années, j'imagine ce que ça doit faire. On va revenir sur toutes ces parties qui sont importantes parce que l'ambulancier, c'est aussi de la bienveillance, on l'a dit, c'est aussi comment parler aux patients. Tout le monde n'est pas pareil, donc d'un patient à un autre, il faut un fonctionnement particulier. Eh bien, on va en parler puisque c'est très important. On va marquer cette petite pause et on revient juste après. Nous voilà de retour. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, on vous rappelle que ce soir, nous parlons du métier d'ambulancier. Nous avons avec nous sur le plateau Madame Nisa Pierrot, qui est directrice des instituts et écoles de formation du CHU de la Guadeloupe. Juste à côté, Monsieur Rosan Vincent, qui est directeur de Sainte-Anne Ambulance, mais aussi le président du CIAGET, organisme professionnel des chefs d'entreprise ambulanciers, et Monsieur Delacruz Christophe, cadre de santé formateur à l'IFA. Eh bien, juste avant notre petite pause, nous étions en train de parler de tout ce côté humain qu'on demande à l'ambulancier. Aujourd'hui, on a parmi nos aînés des personnes qui, quand on change l'ambulancier, ils ne sont pas contents.
Celui qui va chercher un petit papy qui se fait dialyser régulièrement, le jour où son ambulancier est en congé parce qu'il doit s'arrêter un court instant, eh bien, limite, il ne veut pas du nouveau, hein, parce qu'il a déjà tellement l'habitude. En habitué à 20 tel, on a l'habitude de parler éveil. On peut y aller, on timoun en moins qui mène moins. Monsieur Vincent, je suis sûre que vous connaissez cette situation. Oui, c'est une situation, je ne dirais pas inédite, mais en principe, ça se répète. On essaie, nous, en chef d'entreprise, d'éviter et que ça arrive le plus souvent. Mais vous savez, chacun ses affinités et on ne peut pas non plus se reprocher, je dirais, déjà, ils sont déjà malades, ils ont déjà leurs préoccupations. Et de fait, il y a déjà une empathie, il y a déjà tout un lien qui se tisse avec cet ambulancier. Et le jour, il n'est pas là, parce qu'il faut savoir, c'est un salarié aussi, il a ses jours de congé, il a ses jours de repos. Et à ce moment-là, le patient ou la patiente disent, voilà, mon chauffeur n'est pas là, j'ai pas envie d'y aller. Mais vous savez, c'est nous aussi, managers, aussi en tant que chef d'entreprise, à ce moment-là, on prend la main, on appelle, on essaie de convaincre, on essaie de trouver les bons mots pour lui dire. Et d'ailleurs, quand ils sont identifiés, des fois, même la veille, on les prévient pour dire, voilà, un tel est en congé, un tel ne sera pas là, mais je t'envoie tel et tel chauffeur. Quand c'est connu, quand il y a une complicité, entre guillemets, avec l'entreprise et les patients, sincèrement, ça se passe très bien. Madame Pierrot, Monsieur Lacruz, formation, oui, mais on ne peut pas empêcher ce côté humain. Et bien entendu, certains des ambulanciers finissent par quasiment faire partie un petit peu de la famille. Tout à fait. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure avec M. Vincent, c'est vrai que nous, par exemple, sur le bloc 1, dans le module 1, on a quand même une compétence qu'on affine avec les étudiants qui s'appelle « Établir une communication adaptée pour informer et accompagner le patient dans son entourage ». Alors, c'est vrai qu'on leur enseigne quand même des techniques de communication justement pour rompre ces situations qui sont quelquefois difficiles. Mais oui, l'ambulancier, même le soignant, fait un peu partie de la famille. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine empathie puisque derrière, il faut que le patient aussi mette cette juste distance. Mais c'est quand même pour nous permettre à l'ambulancier et tout professionnel soignant d'aller au plus près des missions qui lui sont confiées en tenant compte, bien sûr, de l'environnement du patient, en tenant compte de ses aléas et de tout mettre en œuvre pour pouvoir arriver à la fin de sa mission, à savoir prendre le patient à un point et l'emmener à un point B en tenant compte du fait qu'il ne veut pas y aller, mais derrière, il y a un soin, donc répondre à la demande. Donc, ce sont des enseignements qu'on affine au cours des modules autorisés par le référentiel. À l'inverse aussi, dans cette formation, on pense au professionnel qui va s'habituer à un patient et ce patient va s'en aller et on est humain et ça aussi, c'est difficile. Est-ce que lors de la formation, on touche à ce point-là qui est important ? Bien sûr. Alors pour ce que vous disiez tout à l'heure, Anne, moi je trouve ça plutôt touchant, lorsque c'est aussi une marque de reconnaissance de la part du patient, que vous accomplissiez correctement votre métier. Bien sûr, toute proportion gardée, il convient aussi, et on apprend à voir vis-à-vis des patients, observer une juste distance relationnelle dans la relation de soins. Oui, des affinités se créent, bien entendu. Comme vous le soulignez, il y a des patients qui souffrent de maladies chroniques, donc des patients qui sont suivis par la même société d'ambulance, par les mêmes ambulanciers, parfois depuis plus d'une décennie. Donc évidemment que des liens se créent au sein de la famille, et c'est un peu comme si l'ambulancier, quelque part, faisait partie de la famille en soi. On apprend au sein de l'IFA à rentrer en communication avec le patient. Donc c'est quelque chose qu'on cultive en fait, des qualités relationnelles, qui vont tendre vers l'humanisme. Parce que, encore une fois, au bout de chaîne, c'est un patient. Donc c'est un patient qu'il va falloir prendre en soin, et il est important de souligner les qualités d'abord relationnelles de l'ambulancier. En ambulancier, c'est des qualités techniques. On a parlé de manutention, on a parlé d'une certaine technicité dans les gestes à accomplir. Par exemple, dans les gestes relevant de l'urgence, où il faut être technique, précis, mais c'est aussi un métier où on doit cultiver des qualités relationnelles, je dirais, qui sont prégnantes d'ailleurs dans la profession, pour prendre en soin les patients de la meilleure manière qu'ils soient.
Monsieur Vincent, on a parlé tout à l'heure des véhicules, des véhicules. Première question, oui, être ambulancier, on est formé, d'accord, mais c'est aussi une histoire de conduite. Oui, c'est On sûr. a son permis, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Oui, je dirais de toute façon la formation fait partie aussi intégrante de la conduite, mais là, il faut savoir un ambulancier respecte le code de la route. C'est pas le fait qu'il soit ambulancier comme certains pensent. Je dis la voie est ouverte à tout. On est respectueux du code de la route et je dirais le seul moment où on est en situation d'urgence quand on est diligenté par le centre 15. Là, on est en situation d'urgence et même en situation d'urgence, on doit aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Aussi, on fait pas n'importe quoi. Il faut aussi respecter le minimum, je dirais, pour pouvoir venir au secours à la personne. On a parlé tout à l'heure de catégories de véhicules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots simples pour que tout un chacun puisse comprendre? Oui, alors dans ma présentation, j'étais déjà le plus simple, mais je vais encore être le plus simple. C'est pourquoi je dis, il y a catégorie B. Qu'en catégorie B, si je dis ça, personne ne comprendra, mais je dirais grand volume, ça voudrait dire vous avez les voitures, je dirais, c'est le plus simple qu'on peut prendre comme exemple. C'est les mêmes voitures que les pompiers, sauf c'est du blanc et c'est du bleu. Très bien. Alors ça, c'est le grand volume. Et quand on parle de petit volume, on ne va pas faire de la pub, mais c'est les petits trafics. La petite voiture. Oui, non, pas la petite voiture. C'est le petit minibus trafic Renault équipé en transport sanitaire. Vous voyez, ça, c'est pas la même chose. Hein. On est dans le minibus, mais et je dirais transformé en transport sanitaire. Et ça, c'est la catégorie C. Et le catégorie D, c'est ce qu'on appelle la petite voiture de couleur blanche et les 3 croix de vie, et c'est le véhicule sanitaire léger et qui fait que du transport assis. En fin de compte, pour résumer, vous avez un véhicule assujetti au transport assis et 2 types de véhicules qui peuvent être pour le transport dit d'urgence. Là, j'ai bien compris. Et je pense que vous aussi, chers téléspectateurs, on arrive quasiment à la fin de notre émission. Vous voyez comment ça va vite. Madame Pierrot, on va revenir sur la partie formation. Un jeune qui nous regarde ce soir, qui est intéressé et qui voudrait se former, que doit-il faire? Alors, il doit d'abord aller sur le site IEFP CHU Guadeloupe et aller tout de suite, il aura un onglet IFA et donc il aura toutes les informations concernant le concours, enfin la sélection, les dossiers, les pièces à fournir et les dates prévisionnelles. Nous avons un calendrier qui va être diffusé sous peu et dès décembre, les dates seront déjà affichées et donc il aura toute la démarche à suivre. Ensuite, il dépose son dossier, caché de la poste faisant foi, et ensuite, il est convoqué à l'entretien après l'analyse de son dossier. Après l'analyse de son dossier, il passe devant un jury d'entretien, il est reçu sur une liste de candidats et il rentre à l'IFSI s'il fait partie, il rentre à l'IFA s'il fait partie du nombre autorisé. Et ensuite, il rentre en formation. Nous avons un quota de 15 ambulanciers. Alors, on a Jean-Claude. Par session. On a Jean-Claude Suédois, voilà. Alors, on a un téléspectateur, Jean-Claude, oui, qui demande est-ce que les sessions de formation, est-ce qu'il y a des périodes bien précises? Oui, elle dure 6 mois. Donc là, on vient juste de rentrer le 4 septembre. Donc elle dure 6 mois. On va jusqu'à fin janvier, si mes souvenirs sont bons. Début mars, pardon. Ensuite, on a une session qui reprend. Entre les 2 sessions, on a une session d'auxiliaire ambulancier de 2 semaines. C'est quoi la différence? La différence, c'est 2 semaines de formation, donc 70 heures. Ce n'est pas une formation diplômante, mais c'est une formation qui permet de mettre sur le marché aussi des auxiliaires ambulanciers. M. Vincent va préciser exactement la différence en termes de compétences. Vous avez un diplômé d'État et il faut savoir, dans une ambulance, on peut avoir 2 catégories, 2 qualifications différentes, le diplômé d'État et l'auxiliaire ambulancier. L'auxiliaire ambulancier, il a une formation de 70 heures, ça n'a rien à voir avec ce que M. Lacoste disait sur les 6 mois, et lui, à ce moment-là, il vient
je dirais, en appui renforcé du diplômé d'État. C'est-à-dire que le diplômé d'État, c'est lui le chef de bord, c'est lui qui prendra les décisions en détresse et je dis en situation de détresse et tout. Alors, et aussi, le plus souvent, l'auxiliaire, on le retrouve plutôt sur le véhicule sanitaire léger où, à la limite, il est beaucoup plus compétent de pouvoir vaquer et prendre en charge les patients de tous les jours. Et là aussi, Madame Pierrot, plusieurs sessions. Plusieurs sessions aussi. Nous faisons entre 3 à 4 sessions si nous avons suffisamment de candidats. Mais pour les formations ambulancières, nous avons obligation de 2 sessions par an. On rappelle, pour ceux qui prennent en cours l'émission, on rappelle comment peuvent être financées les formations. Donc, si le candidat a moins de 25 ans ou encore est inscrit à Pôle emploi, il peut prétendre à une prise en charge de sa formation de 3 000 € par le conseil régional qui finance, sous réserve, bien sûr, que ces pièces soient à jour. L'autre moyen de financement, c'est qu'il soit employé d'une structure. Alors, ça peut être effectivement une société d'ambulance, mais ça peut être aussi un établissement de santé. Il peut avoir un ASH ou quelqu'un qui est dans un établissement de santé qui veut faire une formation d'ambulancière qui est pris en charge par son établissement. Et la troisième voie, ce sont des organismes de financement comme Transition Pro et autres qui peuvent aussi financer sous réserve que le candidat passe à leur commission et donc est autorisé à bénéficier de la subvention pour le coût de la formation sur les 6 mois. Alors Fred, du côté du Moule, demande, quand on est déjà auxiliaire et qu'on veut ensuite pousser la formation, est-ce que les heures sont décomptées sur la formation, sur l'autre formation, Monsieur Lacruz? Alors Fred, non, désolé, pas tellement de passe-droit, si ce n'est que vous ne passerez pas l'épreuve d'admissibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier à déposer. D'accord, donc uniquement l'épreuve d'admission, donc à travers un entretien, là aussi avec un jury. Et ensuite, non, malheureusement, Fred, vous effectuerez la totalité du cursus de formation, à savoir 5 blocs de compétences et 10 modules à la clé pour obtenir votre DEA. On a dit qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la Guadeloupe, nous avons des entreprises qui font le travail. Monsieur Vincent, est-ce qu'on peut dire qu'on a ce qu'il faut au niveau quota ou alors on est encore dans le besoin? Vous qui êtes le président de l'organisme, est-ce que vous êtes débordé? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait encore, peut-être que des secteurs plus que d'autres, par exemple? Non, vous savez, nous sommes un métier réglementé. Depuis 90, on est sur un numerus clausus. D'accord. Même si on voulait, même si on le prétend, même si le besoin est là, c'est pas moi, chef d'entreprise, je parle au nom des collègues. Certes, il y a un besoin, vous interrogez la population, il vous dira toutes les difficultés qu'ils ont pour trouver un transporteur, surtout au moment dont on a besoin. Il y a certes le besoin là, mais on est dans un cadre réglementaire soumis sur un numerus clausus. Et aujourd'hui, qui veut ne peut pas s'installer. Il faut à la limite faire des acquisitions pour pouvoir monter sa propre boîte. Mais le besoin est là, il y a la crise. Nous sommes un des métiers qui a plus de croissance parce que c'est vrai que les gens deviennent de plus en plus malades, plus jeunes. C'est vrai qu'il y a la croissance, mais vous savez, il y a un coût. Le transport, il y a un coût. Le remboursement, il y a un coût. Et aujourd'hui, l'État n'a pas décidé de lever ce numerus clausus. Alors, Jude, qui est du côté de Marie-Galante, pose la question suivante. Il aimerait savoir, quelqu'un qui voudrait changer de métier, donc lui, il parle de reconversion, est-ce qu'on peut avoir accès à la formation à distance tout en faisant son travail qu'on a déjà? Alors, j'ai compris, il travaille, il veut, pendant ce temps-là, faire sa formation dans une idée de changer de boulot et de se reconvertir et d'aller vers le métier d'ambulancier. Ça s'appelle de l'alternance. On en a parlé tout à l'heure. Ça s'appelle de l'alternance. Voilà. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'alternance et il faut impérativement faire la formation pendant les 6 mois et en présentiel puisqu'il y a des acquisitions techniques mais aussi des acquisitions théoriques qui sont obligatoires aujourd'hui puisque nous délivrons un diplôme d'État
Et donc forcément, nous sommes régis par un référentiel de formation auquel nous ne pouvons pas déroger. On peut, avant de terminer, Monsieur Lacroze, revenir sur ces parties, théorie, pratique, pour ceux qui ont pris en cours l'émission, qu'ils puissent bien comprendre que c'est quelque chose de très sérieux qui demande vraiment d'être concentré et de bien faire les choses. Exactement, ce que vous soulignez, c'est un métier qui nécessite une implication importante durant la formation, après également. Et voilà, 801 heures de formation. La formation est quand même relativement courte. Il faut savoir qu'il y a une évolution statutaire aussi maintenant. L'ambulancier n'est plus considéré comme un transporteur sanitaire terrestre, mais comme un soignant à part entière. Donc, c'est-à-dire pendant une période, dans un laps de temps très court, il doit acquérir des réflexes du monde soignant. Voilà, donc, pour répondre à votre téléspectateur, en effet, il n'est pas possible aujourd'hui de réaliser la formation à distance ou en alternance. Donc, c'est une formation qui se fait uniquement en présentiel et qui nécessite la présence des élèves sur l'intégralité du cursus de formation. Il est important aussi de souligner que les étudiants viennent de tout horizon. C'est-à-dire, encore une fois, on a une parité homme-femme, de tout âge également. On a des candidats qui sont âgés de 21 à plus des quinquagénaires, 55 ans même. Il est important aussi de souligner que pour pouvoir se présenter, il faut avoir un minimum de 3 années de permis ou 2 années de permis, donc pour les jeunes, si vous avez effectué une conduite accompagnée. Voilà, c'est une condition sine qua non à pouvoir intégrer la formation avec nous. Et ensuite, voilà, ce n'est pas un problème. La notion de reconversion professionnelle, c'est je dirais, une majorité de candidats qui intègrent la profession, quel que soit le cursus professionnel que vous avez effectué précédemment. Ce qui compte, c'est l'implication, l'envie, la motivation que vous allez mettre pour mener à bien votre nouveau projet professionnel. Elvina nous demande, est-ce qu'on est encore dans les temps pour s'inscrire pour la prochaine session? Pour le calendrier, oui, vous êtes dans les temps. Le calendrier, certaines dates n'ont pas été tout à fait arrêtées. Une date qui est arrêtée, c'est la date de la rentrée prochaine qui se situera le lundi 29 janvier. Par rapport au calendrier, normalement, les inscriptions, le dossier n'est pas encore téléchargeable, mais il va l'être incessamment sous peu, et à peu près jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, il faut être vigilant sur les dates butoirs. Le candidat pourra télécharger le dossier. Généralement, les épreuves d'admission pour une session en janvier, d'admissibilité, se situent début décembre, et l'épreuve d'admission se situe début janvier, pour intégrer la formation, donc le 29 janvier. Et ensuite, il y aura une session donc, en 2024, à la rentrée prochaine, au mois de septembre. Donc, comme vous le disiez, Madame Pierrot, 2 sessions par an. Et on rappelle le nombre, parce que c'est... Alors, c'est pas un petit nombre, mais c'est pas costaud non plus. On a dit qu'on va, par session, on peut aller jusqu'à 15 candidats. Donc, voilà, c'est pas énorme. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, il faudrait vraiment être vigilant, aller voir. On rappelle comment faire pour... Alors, ils vont sur le site IFP Guadeloupe, et donc, ils vont chercher l'onglet IFA, et il y a tous les dossiers concours téléchargeables. Alors, même si on n'a pas le calendrier là déjà publié, mais les pièces... aujourd'hui ne changent pas, donc ils peuvent déjà aller récupérer les pièces à fournir et commencer à préparer le dossier. Et dès que la date sera affichée, qu'ils puissent déposer le dossier en temps et en heure. Parce que par contre, un des critères qui peut être un critère d'exclusion, c'est un dépôt de dossier hors délai. En retard. Voilà. En retard. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et effectivement, comme Christophe l'a souligné, aujourd'hui, un ambulancier n'est pas un simple transporteur, c'est un soignant. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les exigences, tant dans la posture que aussi dans le savoir-faire, sont identifiées déjà dès le concours. On voit le simple dossier, la manière dont le dossier est présenté, la manière dont le dossier est écrit, ça nous donne déjà une idée sur l'esprit de rigueur du candidat. Donc, tous les éléments sont importants et la sélection se base sur tous ces éléments-là. Donc, voilà. Vraiment, on invite tous ceux qui le veulent effectivement d'affiner ces projets-là et puis de venir dans notre institut. Il y en a d'autres sur la France hexagonale, bien évidemment, mais en Guadeloupe, il n'y en a qu'un. Par contre, seul problème logistique, nous sommes effectivement l'IFA du CHU de Guadeloupe, mais nous ne sommes pas situés à Pointe-à-Pitre. Nous avons un certain nombre d'instituts sur le CHU à site de Chauvel, mais le reste des instituts se situent sur le site du campus sanitaire à Morin-Saint-Claude.
dont l'IFA, d'accord. qui se situe à Morin-Saint-Claude. Donc les D'accord. cours se font à Morin-Saint-Claude. Une petite équipe de combien de formateurs vous Alors, avez? Monsieur Lacroze est tout seul, puisque à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas pléthore de candidats en termes en gros, hein, les normes, c'est pour tous les instituts, c'est un formateur pour 18 à 20 Très bien. étudiants. Très Donc bien. là, à la date d'aujourd'hui, on ne nécessite pas. Pourtant, il est très sollicité puisqu'il peut intervenir sur les autres instituts. Mais en tout, sur l'ensemble des instituts de formation du CHU, nous avons 33 formateurs. Très bien. On va faire un petit tour pour se dire au revoir, un petit tour de table. Si vous avez un message, si vous avez quelque chose que vous aimeriez souligner dans cette émission consacrée au métier d'ambulancier, eh bien c'est le moment, Monsieur Delacroze. Alors oui, peut-être c'est par rapport au candidat, il faut que le projet soit vraiment une motivation pour le candidat et que la seule motivation ne soit pas le fait d'avoir une employabilité maximale. Donc c'est un métier qui est exigeant au quotidien. Donc c'est un métier pour lequel il faut développer une multitude de qualités. On l'a vu, des qualités relationnelles, de l'honnêteté, du respect, du sang-froid également. On n'a pas parlé, mais du sang-froid face à des situations d'urgence. Il faut savoir aussi faire preuve de tempérance dans des situations conflictuelles. Et il faut aussi savoir travailler en équipe, capacité à travailler en équipe, parce que vous êtes la plupart du temps en binôme. Donc autant de qualités qu'il va falloir appréhender et cultiver au cours de ces 6 mois de formation. Un mental D'acier. parfois d'acier, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la situation qui peut nous paraître la plus compliquée, celle où on s'habitue au patient et où on perd ce patient. Et donc là aussi, il faut être fort et professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Delacroze. Non, Monsieur Lacroze. Monsieur Lacroze Christophe, cadre de santé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Pierrot. Alors, je dirais l'amour du métier, parce qu'un soignant, c'est avant tout aimer travailler avec ce qu'on appelle l'humain, donc avec des exigences en termes de comportement, mais aussi des exigences en termes de communication et de respect de l'autre, de communication à l'autre. Donc effectivement, aujourd'hui, tout le monde veut être formé pour avoir un métier, mais si on n'aime pas ce métier, il ne faut pas s'y aventurer. Parce que demain, ils sont dans une société d'ambulance, nous on les a formés, ils sont demain dans une société d'ambulance, ben oui, ce sera un repas de famille du dimanche qu'on devra écourter parce qu'il y a un patient qui sera à acheminer vers le CHU pour une situation d'urgence, par exemple. Donc, il faut savoir que ce métier, c'est aussi beaucoup donner de soi et donner de sa personne pour pouvoir accomplir ce métier-là avec le plus grand professionnalisme possible. Merci beaucoup, Madame Nisa Pierrot. Je rappelle, vous êtes la directrice des instituts et écoles de formation au CHU de la Guadeloupe. Et vous êtes donc la directrice de Monsieur Lacroze, Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et pour finir, Monsieur Vincent. Moi, je veux plutôt parler d'avenir. J'ai dit, Monsieur Lacroze, il a parlé dans le cursus de permis probatoire. Vous voyez, ça, c'est un petit souci pour nous en tant que chef d'entreprise. Un jeune qui a 18 ans, il faut attendre qu'il ait 20 ans ou 23 ou 21 ans pour pouvoir venir frapper à notre porte. Aujourd'hui, je peux dire, le décret est en cours, il va sortir bientôt, parce que c'était pour le mois de décembre. Cette moi, je dis, obligation de permis probatoire va sauter, entre guillemets, parce qu'à partir de 18 ans ou 19 ans, dès que le jeune aura son permis, il pourra déjà commencer à travailler ou à frapper à notre porte dans un cursus. Et le deuxième point plus important, c'est aussi passer par le circuit de l'apprentissage. Alors ça aussi, c'est un chantier et c'est le grand chantier du CIAGET et de notre organisation professionnelle nationale au niveau du ministère de la Santé. Croyez-moi que ça fera plaisir à plus d'un. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission Santé 10. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. On a parlé ce soir du métier d'ambulancier. Vous l'avez compris, 801 heures de formation pour être ambulancier. Vous êtes un diplômé d'État et bien entendu, vous faites partie du personnel de santé ensuite. Donc, vous savez où aller. Il vous suffit de taper IEF, c'est bien ça, IEFP Guadeloupe. Voilà, CHU Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jordan à la réalisation de cette émission ce soir. Et nous, nous caprons jeudi prochain, même télé, Zoja Connect.